Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la Maison de la Presse et de la Communication de Liège pour ce premier invité du mois de cette nouvelle saison, en Facebook Live bien sûr grâce à notre partenaire Electrovox, mais également, et pour la première fois depuis 1 an et demi maintenant, en présentiel avec une dizaine d'invités ici, rue Haute-Sauvenière. Alors notre premier invité pour cette reprise, c'est Gaëtan Servet, le patron de Nochac qui a fait l'actualité ici à la rentrée à Liège. Ce rendez-vous sera l'occasion de mieux connaître à la fois vous-même, mais également le groupe que vous représentez, un groupe qui est omniprésent à Liège. Pas que le groupe, d'ailleurs, Gaëtan Servet, son directeur général, l'est aussi. Brièvement, 51 ans, il y a quelques jours, non ? Malheureusement, 53. Ah, 53. Vous êtes liégeois, vous avez suivi donc les licences en sciences économiques ici à l'Université de Liège. Vous êtes passé par pas mal de cabinets ministériels avant de devenir donc en 2008 le directeur de Meusinvest, qu'on appelle aujourd'hui Nochac. C'était un peu une manière de passer de l'ombre à la lumière ? Ah non, pas du tout. C'était une façon pour moi de revenir à mes préoccupations de départ. Quand j'ai été à l'université, j'étais d'abord assistant de professeur, puis j'ai commencé une thèse de doctorat dans l'économie du transport, puis j'ai été dans le milieu plutôt institutionnel au bureau du plan, et je me souviens qu'au départ, moi je voulais toujours être entrepreneur et développer aussi des projets. Donc c'est une question de mindset, d'ADN, et j'avais vraiment envie, après ce parcours très riche, dans des organismes publics et dans des cabinets, de revenir vraiment dans le cambouis, c'est-à-dire de remettre les mains dans le cambouis et d'aider les entrepreneurs à développer leurs projets. Et finalement, c'était pas le cas chez Meusinvest en 2008 quand je suis arrivé, mais aujourd'hui c'est le cas avec Nochac, d'avoir chez Nochac aussi une politique de développement de projets propres. Est-ce que quelque chose vous prédestinait au niveau familial, par exemple, à faire cette carrière d'entrepreneur ? Ouais, peut-être. Enfin, moi, je suis ici d'une famille d'ingénieurs et j'ai toujours eu cette petite, je veux dire, ce petit regret de ne pas avoir aussi fait ingénieur civil à Liège, d'avoir opté en dernière minute pour les sciences économiques. Et donc, le fait de transformer ça dans l'entrepreneuriat était une façon pour moi peut-être de répondre à ça. J'ai des parents qui sont assez entrepreneurs, enfin, ma famille, etc. Donc, oui, c'est plutôt par rapport à ça. Oui. Nochac, Didier ? Alors Nochac, une petite carte d'identité rapide, c'est une société privée mais qui a un ADN public avec un actionnariat principal d'ailleurs qui est la région wallonne. Vous investissez, c'est votre métier, dans les entreprises de la région, vous investissez en capital ou bien par des prêts que vous octroyez aux entreprises. Alors aujourd'hui, c'est un écosystème de 474 entreprises participées, en tout cas pour le groupe Nochac. Et au total, et depuis la création de l'ex-Meusinvest, puisque c'était l'origine, de 937 entreprises. Donc quand on dit un acteur incontournable à Liège, on comprend pourquoi. Nochac est présent partout. Nochac, c'est un groupe, c'est aussi 11 filiales qui interviennent de manière spécialisée dans les entreprises. On ne va pas citer l'ensemble des filiales, mais enfin, en tout cas, ça fait partie d'un groupe qui est d'un groupe de 35 collaborateurs qui participent donc, en tout cas, aux entreprises, qui est présent dans les entreprises. Le dernier exercice en date financier a été, malgré le Covid, un très bon exercice, puisque vous annoncez 109 millions d'interventions dans les entreprises au cours de l'année 2020-2021. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes relié à l'actualité. On le sait, il y a une vingtaine de jours, vous avez inauguré la Grand Poste. Alors la Grand Poste, c'est tout un symbole en fait pour vous. Ah oui, ça c'est effectivement un travail de 4 ans et demi de construction, et c'est en même temps un totem et en même temps une démonstration de quelque chose qu'on voudrait bien amplifier encore dans ce qu'on appelle chez nous les écosystèmes. Et donc derrière le projet de la Grand Poste, il y a la rénovation d'un quartier complètement de ce qu'on appelle un district créatif, avec le Fiacre aussi qui va suivre, avec Place Saint-Étienne. Place Saint-Étienne, puis encore des bâtiments aussi rue Chapelle des Clercs, puis il y a tout l'îlot Madeleine. Donc notre volonté à nous, au-delà de la Grand Poste, qui est déjà un projet un peu pharaonique en soi, c'est de recréer un
un quartier où il fait bon vivre, mais travailler aussi avec des espaces qui sont adaptés, se divertir, avoir du commerce de qualité. Et donc voilà, une nouvelle dynamique urbanistique, je dirais. Alors, si les Liégeois ne savent pas vraiment où ça se trouve, il suffit de suivre les grues. Effectivement, un quartier qui était mal famé à l'époque, on s'en souvient, puisqu'il dans toutes les petites rues, il y avait des salons et des bars de prostitution. Vous êtes maintenant vraiment en train de le redynamiser, de le faire revivre, alors qu'il est à 2 pas du centre-ville. Oui, c'est une sorte de chaînon dans l'urbanisation de Liège, un peu bizarre, un peu une sorte de... C'était un peu un trou entre le quartier cathédrale et le quartier de l'hôtel de ville. D'ailleurs, avec une spécificité, c'est que les gens ont pris l'habitude de passer par la place Saint-Aubert pour rejoindre les deux centres-villes, je dirais, les 2 lieux où on retrouve les terrasses, l'activité nocturne, etc. En évitant cette diagonale de manière un peu particulière, et justement parce que les quartiers étaient devenus fort délabrés. Comme vous dites, il y avait de la prostitution de vitrine là-bas, il y avait aussi, et il y a toujours malheureusement encore beaucoup de toxicomanie, et donc voilà, dans les centres urbains, on a souvent créé aussi dans les grandes villes des espaces liés à la créativité et l'innovation dans des endroits qui ont souffert. Je pense qu'à Liège, c'est le cas aussi. Voilà, donc on espère effectivement redonner une dynamique à ce quartier-là et lui donner un art de vie, mais pour le citoyen aussi, c'est-à-dire de réhabituer le citoyen à venir là. Donc, on discute souvent avec les commerçants de la rue Neuvise, de la rue Souverain-Pont et j'ai oublié, de rue de la Madeleine, et nous disent souvent qu'effectivement ça s'améliore, mais qu'il manque encore un niveau de massification pour que les gens repassent et que les Liégeois s'habituent vraiment à revivre dans ce quartier-là. Et donc tous ces investissements que l'on fait ont cette vocation-là, c'est-à-dire que de donner cet effet qui à un moment permettra le basculement du quartier vers un quartier certes un peu gentrifié, mais un quartier où il fait vraiment bon vivre, s'amuser, se divertir, aller dans des bons restaurants. Je vous conseille d'ailleurs le food court de la Grand Poste qui vient d'ouvrir. D'où vous est venue cette idée? Vous avez suivi un peu un modèle quelque part dans le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui se crée un peu dans les villes maintenant? Non, en fait, ça vient d'une... Oui, forcément, on a suivi des modèles, mais c'est une logique de stratégie vraiment établie par le conseil d'administration de Nochac qui est itérative. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans notre travail de capital venture, enfin d'investisseurs dans les sociétés, ce qui est notre core business, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine plus-value, une valeur ajoutée si on réinvestissait le fruit de notre profitabilité, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on est un invest privé mais à ADN public, donc notre profitabilité, on l'a réinvestie dans l'économie liégeoise, elle ne va pas dans la poche d'actionnaires qui attendent un rendement de 10-15% des actions de Nochac. C'est pour ça que c'est très agréable pour les équipes, c'est parce que ça donne beaucoup de sens à ce que l'on fait. Et donc l'idée, c'était de réinvestir dans des secteurs prioritaires en essayant de créer des chaînons manquants, de nous-mêmes investir, souvent avec de l'immobilier d'ailleurs, à destination des entreprises, des éléments qui permettent de favoriser l'essor de nos entreprises aussi. On va d'ailleurs les passer en revue, parce que vous investissez, vous jonglez avec des millions, on voit des dizaines de millions ici dans la région. Et donc on va passer ces secteurs en fait en revue, parce que vous en avez sérié 5, je pense, prioritaires. Alors effectivement, vous êtes devenu extrêmement sélectif, et si on a dit que vous étiez présent dans 474 entreprises, on pourrait croire que vous investissez à tour de bras, certainement, mais en même temps avec une vue quand même assez sélective. Et de plus en plus sélective, ce qui vous amène sans doute à refuser d'intervenir dans certains domaines. Alors le premier domaine en fait dans lequel, de manière assez spectaculaire, en moins de 10 ans, il s'est passé quelque chose à Liège, c'est le domaine en fait des bio et des medtech en fait en général. Quelque part, il y a une massification à laquelle on est en train d'arriver là maintenant. Est-ce que ça correspond vraiment à une stratégie et quelle est la suite en fait de votre programme? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, dans l'exemple de la biotech du Life Science à Liège est vraiment un bel exemple de stratégie construite de manière itérative, où on a amélioré le modèle au fur et à mesure du temps et on continue à l'améliorer, et où on a investi fortement déjà dans le début des années 2000. Donc c'est en 1999 qu'on a créé avec l'Université de Liège la filiale Spin Venture, qui était la filiale de Spinoff. Grâce à cette association et de l'incubateur WSL sur le parc scientifique, on a investi dans 130 spin-offs à l'Université de Liège, ce qui faisait de nous
l'université la plus prolifique en matière de spin-off, ça on ne le dit quand même pas souvent. Et ça nous a permis de créer un certain nombre de start-up dans le domaine des biotech. En début des années 2000, je pense qu'il y avait 8 sociétés biotech à Liège, maintenant il y en a 90. 80 sont participés de Nochac, donc je pense qu'on a quand même effectivement eu un petit rôle dans cet essor-là. Vous pouvez citer quelques noms de ces entreprises pour qu'on soit concret, des entreprises nouvelles qui émergent et qui sont prometteuses? Tout le monde connaît évidemment Mitra, qui était une sorte de rôle modèle, mais ce qui est vraiment bien, c'est que derrière maintenant Mitra, il y a une dizaine de sociétés qui ont le même potentiel que Mitra. Donc, vous pouvez avoir Eurogentech, Diagénote, Physiol, Imsize, ID Pharma, c'est toutes des entreprises en plus. Si je cite celles-là, c'est parce que c'est des entreprises maintenant qui construisent des usines. Donc, quand je vous parlais de modèle itératif, on a commencé avec l'université par créer des startups. Des startups, c'est des centres de recherche où il y a quelques chercheurs et des laborantins. Puis après, 4 ou 5 ans après, quand la recherche a donné quelque chose, on commence à faire des essais cliniques. Les essais cliniques, c'est intéressant parce que malgré tout, on emploie des personnes dans les hôpitaux pour organiser ces essais cliniques. Et puis après, la molécule ou le dispositif arrive sur le marché. Soit on vend à une autre société, soit on crée une usine. Et c'est ce qui s'est passé en 20 ans de travail sur l'écosystème, c'est qu'aujourd'hui, on fait des usines à Liège, et Mitra était précurseur en 2015 avec cela, en créant l'usine à Flémal. Mais aujourd'hui, on a 15 usines de production en construction ou finalisées dans le domaine liégeois. Et donc, c'est très intéressant parce que du coup, ça a un impact sur l'emploi qui est beaucoup plus grand. On peut le chiffrer, cet emploi, maintenant? Oui, c'est-à-dire une start-up, les start-up, quand on avait uniquement des start-up biotech, c'était une moyenne de 15 emplois par start-up dans nos 80 sociétés. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui créent une usine tournent autour de 300 emplois. Donc, c'est un multiple de 20 sur la création d'emplois. Mais ce n'est pas possible si, en amont, vous n'avez pas eu des centres de recherche, vous n'avez pas eu des spin-offs universitaires, vous n'avez pas eu de l'incubation dans des incubateurs comme le WSL ou l'InSquare ou d'autres. Donc, il faut faire l'ensemble. C'est-à-dire que pour avoir la chaîne de production, il faut investir, maturer et après essayer de structurer pour récolter les fruits. Un GSK liégeois, c'est possible encore? Bien sûr, c'est possible. D'ailleurs, on recite l'exemple de Mitra, mais Mitra est la seule société en Belgique qui a créé une hormone de A à Z. Donc, on a beaucoup de génériqueurs en Belgique ou des entreprises pharma, mais on compte effectivement développer des sociétés, peut-être pas justement de génériqueurs qui vont créer 2 ou 3 000 emplois, mais des sociétés biotech à Liège qui vont créer plusieurs centaines d'emplois. On y croit vraiment et beaucoup, et donc c'est un effet important. Et après, avoir un GSK, vous savez, rien n'est impossible. En numérique, on a quand même créé en Wallonie un Nodou, qui maintenant a 2000 personnes et qui a l'ambition d'employer 10 000 personnes à l'horizon de 5 ans. Et dans lequel Nochac a un petit rôle aussi. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Physiquement, le biotech, vous l'avez situé plus près des centres hospitaliers. Oui, nous, en fait, on a fait les choix. Vous savez qu'à Charleroi, ils l'ont mis à l'aéroport. Nous, on a fait les choix de le mettre auprès de notre université parce que nous avons la chance d'avoir une université à Liège. C'est la Tour Giga à côté du CHU. La Tour Giga à côté au CHU, c'est une des tours du CHU, le Giga, mais aussi le Gigabois qui se trouve sur le parking. Et on a un projet aujourd'hui avec l'université de créer sur le parking du CHU une nouvelle extension d'un CHU ULG, parce qu'il ne faut pas... Liège Parc, comme on le fait aujourd'hui à côté du CHC, du CHC, quand vous descendez... Au Mont-Légia, quand vous descendez d'autoroute, le nouveau bâtiment qu'on voit se construire à gauche, c'est 30 000 m² de start-up biotech en laboratoire et en salle blanche, et c'est nous qui investissons ces lieux. Donc c'est là où on voit que la territorialisation est quand même importante aussi pour situer les activités économiques. À Charleroi, près d'un aéroport, parce que ça attire. Chez nous, près des universités et des hôpitaux, parce que c'est là que se trouve l'innovation, la translation clinique aussi pour les innovations médicales. Alors, le deuxième secteur, on en a déjà un peu parlé avec la Grand Poste, mais c'est le numérique dans lequel vous investissez beaucoup. En fait, Internet a défilé dans le monde entier dans les années 2000, et pourtant, il y a peu de temps, finalement, que vous avez décidé d'investir dans le numérique. Est-ce que c'était une erreur au démarrage ? Peut-être un retard au démarrage, peut-être qu'effectivement, on aurait pu être plus précoce dans le domaine. Mais malgré tout, on était un des premiers en Wallonie à créer un incubateur qui s'appelait l'InSquare à l'époque pour développer justement des startups numériques. Ça partait du constat effectivement qu'on n'était pas attractif pour ce genre d'entrepreneurs.
Meusinvest encore à l'époque ne touchait pas vraiment ce type d'entrepreneur. Et donc là, de nouveau, on s'est dit, mais que doit-on faire pour avoir cette prise dans cette économie-là? Et on a un peu dupliqué ce que l'on a fait avec le biotech. De nouveau, c'est un modèle qu'on essaie de dupliquer dans les 5 secteurs maintenant qui sont prioritaires, en se disant, on va créer un incubateur. On sait qu'on va perdre de l'argent avec cet incubateur. Ça coûte très cher d'accompagner des entreprises start-up et de faire de l'amorçage, comme on dit, hein, vraiment du early stage de financement. Et on a appliqué le même modèle, c'est-à-dire qu'en 2014, on a créé cet incubateur Lean Square et 5 ans après, on avait investi dans 50 startups numériques. Et vous assumez le risque des débuts? Oui, bien. Pour rester durablement, en tout cas, au départ, en tout cas, dans l'actionnariat? Bien entendu, quand je vous dis que notre conseil d'administration souhaite que l'on investisse la profitabilité de notre portefeuille dans l'économie liégeoise, c'était un des axes. Quand on leur dit on va créer un incubateur, on sait que ça va, au départ, en tout cas, coûter plus d'argent que de rapporter. Et donc, c'est assumé, mais évidemment, toujours avec l'idée d'investir et de construire quelque chose derrière. Donc, est-ce que vous pouvez citer quelques exemples de réussite dans le numérique? Oui, bien sûr. On vient justement de sortir d'une société liégeoise qui s'appelait Musimap. C'est une société qui faisait une application logicielle de reconnaissance musicale et de proposition donc de diversification musicale aux streamers, par exemple. Vous imaginez un peu Spotify, par exemple. Il y a des startups qui créent des applications pour donner du référencement et de la sollicitation par rapport aux goûts musicaux des gens qui sont sur Internet, sur les plateformes de streaming. C'était une société qu'on a accompagnée dès le départ de la création de Lean Square en 2014 et dans laquelle on vient justement de sortir. C'est un fonds suisse qui a racheté la société, qui reste à Liège, et sur lequel on a fait ce qu'on appelle, nous, dans le jargon financier, méchant jargon financier, un multiple de 4. Donc on a récupéré 4 fois la mise de ce que l'on a investi dans cette société. C'est, après 5 ans, c'est ce qu'on misait, c'est-à-dire qu'on savait très bien quand on investit dans des startups, il y a quand même un degré de maturation. On dit souvent c'est 5 ans le degré de maturation, mais c'est très court. Dans les faits, l'expérience qu'on a eue en biotech, c'est que pour récolter des fruits, on est plus entre 7 et 9 ans de moyenne d'investissement avant de récolter vraiment des fruits d'une startup qui fonctionne. Voilà, ça c'est un beau premier exemple. Je pense aussi, que vous l'avez cité tout à l'heure, l'investissement qu'on a fait dans Odoo, on n'aurait jamais fait évidemment si on n'avait pas créé cet incubateur, parce que ça nous a crédibilisé dans le secteur. Un de nos collaborateurs était un analyste. C'est une vitrine pour amener d'autres investisseurs. Bien entendu. Donc l'idée d'investir dans Odoo n'est pas spécialement de leur demander de déménager à Liège. Ils investissent un bâtiment colossal à Louvain-la-Neuve pour accueillir 10 000 personnes. Ça aurait été inadéquat de notre part de faire ça. C'est de dire non, venez parce que vous êtes dans un secteur du numérique auquel on croit vraiment très fortement, c'est-à-dire tout ce qui sont les applications, on appelle ça B2B, c'est-à-dire les applications d'aide à l'entreprise. Et notre idée, c'était de dire, venez dans notre portefeuille. On était suffisamment attractifs parce qu'on y a travaillé beaucoup et qu'on les a visités souvent avec Jean-Michel Javot. Et ils ont accepté que... le président de Nochac. Et donc, ils ont accepté, lors d'un tour de financement, qu'on rentre dans l'actionnariat. Et nous, l'idée, évidemment, c'est d'abord de les aider à garder une mainmise wallonne dans l'actionnariat. Donc, on les a beaucoup aidés aussi, malgré les sollicitations externes. Vous avez combien, par exemple, de parts? Nous, on a une participation qui est très légère. On a investi 8 millions en direct et 1,5 million, ce qui est déjà un montant important. Et ça représentait 5% des parts à l'époque. C'était à peine il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je veux dire, la valorisation, je peux le dire, parce que c'était dans la presse il y a peu de temps, est passé de 400 millions à 2,4 milliards. Donc c'est une sorte de double licorne start-up wallonne. C'est quelque chose assez hallucinant. Je rappelle que je crois qu'ils engagent une personne par jour. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, ils sont près de 2000. Quand nous, on est rentrés dans la société, ils étaient 600. Et leur modèle de développement est assez incroyable, effectivement. Et donc, et ça, je veux dire, leur succès ne se dément pas. Et aujourd'hui, justement, ce qui s'est passé il y a peu de temps, si une société comme Summit Partner, qui est vraiment le sommet, c'est le cas de le dire, des fonds d'investissement technologique aux États-Unis, investit dans Odoo, voilà, je veux dire, ça montre bien qu'on a bien fait d'avoir confiance et de soutenir cette société.
et que eux veulent en faire un leader mondial. Ils ne viennent pas en Wallonie investir, je pense qu'ils ont investi plus de 100 millions dans la société pour en faire une petite start-up, quoi, ça, je veux dire. Et en termes de situation des entreprises du numérique, c'est dans un premier temps vraiment le quartier créatif ici qui est le lieu d'hébergement et d'accueil de ces entreprises pour vous? Oui, nous, on voudrait effectivement, ça me semble être assez, en tout cas, adéquat par rapport à la typologie de l'entrepreneur, d'une start-up numérique créative, c'est de le faire travailler en ville, dans un milieu urbain, branché, avec des outils d'accompagnement, avec des outils de mobilité adéquats et qui lui permettent effectivement de faire tout à Liège, pas en voiture, et qui, au moment de la start-up, en tout cas au moment de la création de la start-up, aime travailler dans des environnements partagés. Après, comme une société comme Odoo, évidemment, ils ont commencé comme ça, puis ils s'installent ailleurs. En faisant tout ça autour de la Grand Poste, vous contribuez un peu à gentrifier le quartier aussi. Oui, mais nous, c'est assumé. Quand on vient d'un vieux quartier de vieille prostitution et de toxicomanie, forcément, si on investit dedans, on le gentrifie. Je veux dire, c'est pas possible autrement. Et donc, pour nous, c'est pas un sale mot, en tout cas, de gentrifier le quartier. Voilà. Évidemment, c'est important. Il faut que Liège aussi redevienne un endroit où il fait bon vivre et bon travailler. Ça nécessite quand même effectivement d'attirer les gens à Liège. Et pour ça, il faut une ville propre, sécure et un peu gentrifiée, certainement. Voilà, donc on a parlé du premier secteur, c'était le biotech. On a parlé du deuxième, le numérique. Numérique. Et alors le troisième, c'est plutôt l'immobilier, la construction durable. Ça, c'est quelque chose qui vient, disons, d'émerger au sein de votre réflexion avec le changement climatique et puis peut-être cet été avec les inondations que l'on a connues dans notre région. Quel est le rôle que Noshaq entend jouer dans ce domaine et quels sont les exemples concrets aussi récents d'entreprises avec lesquelles vous travaillez? L'immobilier n'est pas un secteur en lui-même, c'est plutôt un outil pour nous de développement de certains secteurs. Donc, en fait, quand on voit un peu notre matrice de priorité de développement, vous avez des secteurs d'activité, c'est le life science, biotech, vous avez le numérique, enfin la nouvelle économie et le numérique, vous avez l'agroalimentaire de qualité, vous avez le secteur de l'énergie qu'on doit absolument développer de la transition, et vous avez donc des secteurs, puis vous avez aussi ce qu'on appelle chez nous plutôt des moyens d'action et des éléments qui sont plus transversaux à notre politique sectorielle. Et dedans, il y a l'ESG, c'est-à-dire le fait d'être beaucoup plus sélectif et radicaux dans l'exigence en matière de développement durable, en matière de gouvernance et d'éthique des sociétés dans lesquelles on investit, ce qui va de nouveau entraîner plus de sélectivité. Et il y a aussi l'immobilier, qui pour nous est un outil transversal. La volonté, nous, d'investir dans l'immobilier, c'est évidemment pas de se substituer ni aux acteurs privés ni aux acteurs publics, c'est d'être une sorte de facilitateur, on dit chez nous interstitiel, entre les acteurs privés et publics, pour faire émerger des projets qui sont bénéficiables à l'économie liégeoise, surtout aux PME, mais que des acteurs privés ou publics n'auraient pas fait. L'exemple de la Grand Poste est un bel exemple, c'est 40 millions d'investissements pour 8000 m². Il ne faut pas être un grand promoteur immobilier, il y en a ici d'ailleurs dans la salle, pour comprendre que ce n'est pas finançable par un acteur privé. Il n'y a que vous qui pouviez le faire. Il n'y a que Noshaq qui peut faire ce genre d'opération, parce que nous, l'objectif, c'est de créer un réseau, une attractivité et d'attirer des sociétés dans notre portefeuille qui vont être attirées par ces espaces immobiliers et qui vont amener de la meilleure rentabilité dans les sociétés dans lesquelles on investit, parce que ce sont de meilleures sociétés qui seront présentes à Liège. Comme exemple qu'on peut donner aussi, récemment, vous êtes rentré aussi dans l'immobilier de Liège Airport, autour de Liège Airport. Oui, tout à fait. Donc, et on a développé un programme de 90 millions d'investissements qui vient de se terminer. Et donc aujourd'hui, on doit se reposer la question avec Liège Airport. Mais je voudrais bien revenir justement sur la biotech pour vous expliquer en quoi l'immobilier pour nous est devenu important, parce que c'est très particulier. Il y a un peu plus de 5 ans, l'immobilier était un secteur exclu de Noshaq. Donc, on n'investissait pas, nous, en tant que dans des sociétés immobilières. Et c'est devenu maintenant une sorte de priorité.
Il y a des raisons prosaïques aussi de gestion de portefeuille, mais ça, peu importe, ça c'est pas vraiment l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'en fait, quand on fait un écosystème, il y a 4 piliers. Il y a un pilier formation initiale, recherche, formation continue, l'université, les hautes écoles, l'ensemble des outils de formation et de recherche. Il y a un pilier accompagnement d'entreprise, Éclos, les incubateurs, le WSL, le WBC, un certain nombre de boîtes d'audit qui accompagnent les entreprises et qui nous aident à faire éclore des sociétés. Puis un pilier funding, c'est le 3e pilier, c'est nous, mais aussi tous les acteurs du financement. Et on a découvert dans la bibliothèque que si on rajoutait un 4e pilier qui était l'immobilier... On attirait plus ? On attirait... On les enracinait dans la région ? Non seulement on les enracine, mais on attire des sociétés. C'est-à-dire que c'est un marché aussi, hein, par rapport à l'attractivité wallonne par rapport au marché international. On sait que pour attirer des grandes bibliothèques internationales ou des start-up qui viendraient venir s'installer à Liège, on a quelques outils. On a l'outil des aides wallonnes des Géosises en matière d'aide non dilutive et de l'aide aux chercheurs. Beaucoup de start-up viennent en Belgique pour ça, mais elles viennent en Belgique et en Wallonie, pas à Liège. Un environnement propice aux ressources humaines. On a la chance d'avoir l'université, mais je veux dire, toute la Wallonie à l'UCL, il y a quand même une université. Beaucoup d'universités. Aussi une université de qualité, beaucoup moins que Liège, mais il y a aussi une université de qualité dans le bassin, dans d'autres bassins wallons. Des outils d'accompagnement, il y en a partout. Des outils de financement, il y en a partout. Par contre, des outils de promotion immobilière, d'incubateurs de start-up, comme on le fait au CHC, par exemple, ça n'existe nulle part ailleurs. Et donc, c'est pas le rôle de l'ASPI, ça nous rend compétitifs dans l'attractivité, parce qu'une start-up internationale, quand elle vient en Wallonie, elle veut s'installer non pas pour investir dans un bâtiment, ou non pas pour être installée dans un bâtiment qui lui convient pas, ou non pas pour que l'ASPI lui dise on n'a plus de bâtiment. Ça arrive, hein, je veux dire. Donc, elle veut venir les mains dans les poches, rentrer dans de se dire ah mais moi j'ai 200, 400, 600 mètres carrés pour toi, des salles blanches, des labos, voilà combien ça coûte. Et en plus, le prix a beaucoup moins d'intérêt pour ces startups que la location au mètre carré de bureau, par exemple. Donc, pour nous, c'est devenu un facteur de différenciation dans nos écosystèmes. C'est pour ça que derrière, on a fait la Grand Poste, en disant on va faire la même chose dans le numérique. C'est pour ça qu'après, on fait la même chose dans les unités d'énergie, qu'on fera la même chose dans l'agroalimentaire, peut-être aux insectes, peut-être sur le marché couvert de Liège, mais on continuera cette logique parce que ce développement immobilier, d'abord, est intéressant aussi pour le secteur de la construction. Il est étroitement associé au développement, en fait, économique. Il est vraiment très associé au développement et pour nous a une vertu par rapport à la qualité de notre écosystème et des sociétés dans lesquelles on investit. Et c'est sûr que, de surcroît, suite aux inondations et à la difficulté qu'on vient de vivre dans le bassin liégeois, on se rend bien compte que le secteur lui-même de la construction va aussi avoir besoin de soutien parce qu'il y a un besoin qui a encore été agrandi par les difficultés qu'on a connues dramatiques du mois de juillet. Et donc ça rajoute encore à cette importance. Alors il y a les bâtiments, on vient d'en parler, mais les bâtiments sont construits sur des terrains et on a entendu également votre nom dans le master plan autour des anciens terrains de Coqueril, hein, Chertal, la Coquerie à Serein, le HFB. Pourquoi par exemple là aussi investir dans du terrain comme celui-là ? Par la même logique, si à un moment nous on n'a pas la capacité de continuer à développer, quand on parle d'immobilier, en dessous de l'immobilier, il y a du terrain. Donc, si à un moment, on n'a pas la capacité, nous, de proposer du développement de l'immobilier sur des terrains disponibles, on va être bloqué dans cette logique aussi. Donc, on monte de plus en plus en amont et on se dit, oui, évidemment, on doit aussi se positionner sur les terrains d'ArcelorMittal, sur les terrains de Tihange par rapport aux fermetures de centrales. Sur les terrains disponibles, je vous donne un exemple qui est moins parlant, mais on investit aussi, vous voyez, sur le site de Chénet-Angleur, là, entre l'autoroute et la... Le BP, l'ancien cuivre zinc. L'ancien cuivre zinc, voilà, merci beaucoup. Où là aussi, on veut faire un business center de sociétés liées à l'environnement. Donc voilà, on parle souvent dans la presse ça, des terrains d'ArcelorMittal, des terrains de Liège Airport, vous avez raison de le souligner, mais on a cette même logique dans tous les terrains possibles et disponibles
où on peut faire de la réaffectation intelligente, et où on pense que ça a un sens pour nos secteurs prioritaires, on le fera, les ASEC, le marché couvert, enfin je veux dire, voilà, ça ne manque pas. Ce sont des terrains qui, théoriquement, hein, ici, le credo de la région, c'est la logistique. Hein, donc, on est une terre de logistique et on pense que ces terrains-là seront très intéressants pour continuer dans ce secteur. Mais la logistique, vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas une des priorités pour vous. Pourquoi ? Effectivement, on ne l'est plus. Donc ça fait partie de l'orientation des secteurs et vous avez raison de le souligner, ce n'est plus une priorité chez nous. Parce que on est passé d'un paradigme où on pensait que la logistique allait être, je veux dire, le secteur porteur de la reconversion de l'industrie, à un paradigme où, évidemment, la logistique est un maillon extrêmement important, mais n'est pas un secteur de développement de l'emploi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit être organisé au mieux, c'est quelque chose qui doit effectivement suivre tous les process de numérisation, automatisation, data mining, etc. Mais vous avez vu, il y a eu des articles, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est que la création d'emplois à l'hectare est un des secteurs les plus pauvres en matière de création d'emplois. Or, nous, notre vocation, c'est quand même créer de la valeur ajoutée et créer de l'emploi. Maintenant, c'est évidemment important d'avoir un système logistique performant et à Liège, on est particulièrement bien équipé ou doté potentiellement avec la voie d'eau, l'aérien, la gare TGV, du transport fluvial aussi. Donc, les éléments sont là. Oui. Mais alors, je vais tout de suite vous poser la question qui brûle les lèvres, je suppose, de beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous pensez de la venue d'Alibaba ? C'est exactement ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que pour moi, c'est évidemment, je ne vais pas dire un mal nécessaire, mais ce n'est pas nous, une société dans laquelle on interviendrait, où on aurait une volonté d'investir comme on le fait par exemple chez Odoo ou dans des sociétés qui peuvent être rôle modèle. C'est évidemment un géant de la logistique et de la livraison. Et donc c'est intéressant évidemment que cette société vienne à Liège pour la création, mais les gens qui s'inquiètent de l'avenue d'Alibaba ont raison. C'est légitime. Je veux dire, c'est devenu important en matière d'emploi, mais qui crée des contraintes environnementales et de nuisances qui sont quand même importantes. Le coût-bénéfice n'est pas bon ? Mais ça, je ne sais pas, justement, parce que ça, nous, on n'est pas dedans et on n'est pas dans l'aéroport non plus, donc je peux pas, moi, je vais remplacer les personnes qui ont fait cette analyse-là et qui ont dû effectivement penser que le coût-bénéfice était positif, sinon je pense pas qu'ils auraient permis l'arrivée d'Alibaba. Donc moi je suis mal placé pour parler de ça parce que je suis ni actionnaire de l'aéroport ni même politicien par rapport au soutien de la vue, mais non, mais je veux pas avoir une réponse politique. Je vous l'ai dit. Je pense que si vous me demandez est-ce que je l'aurais fait, je dis oui. Mais je pense, de manière générale, et je pense que les nouveaux actionnaires de l'aéroport vont infléchir la dynamique de l'aéroport comme cela, c'est qu'il faut réfléchir à l'aéroport de demain, il faut réfléchir plus que par le passé aux nuisances liées à l'aéroport. Vous savez, il y a 5 ans, quand on parlait des nuisances de l'aéroport, on parlait des nuisances sonores du vol de nuit. Aujourd'hui, c'est le mode de société que la société conteste. Donc, je veux dire, les oppositions auxquelles l'aéroport externe, auquel l'aéroport est confronté, sont totalement différentes aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Par exemple. Évidemment, donc les modèles même de consommation, les modèles de société et aussi les modèles de logistique, parce que effectivement, ce qui fait peur à l'arrivée d'Alibaba, c'est pas les avions qui atterrissent à Liège, ce sont les camions qui seront sur les routes pour acheminer. Et donc, il y a un problème, effectivement, d'organisation de la logistique à partir du moment où ça crée des nuisances supplémentaires. Et donc, c'est un modèle qui est à revoir, mais je suis persuadé que les actionnaires de Liège Airport vont le faire. Alors, tous ces terrains, Chertal, pour passer aussi progresser dans le débat, Chertal, Seraing, tous ces terrains de l'ancienne sidérurgie que l'on va progressivement récupérer, comment voyez-vous qu'on va les aménager ? Est-ce qu'on doit réindustrialiser en fait ces terrains ? Est-ce que l'industrialisation est encore possible ? Est-ce que c'est encore un gros mot ? Est-ce que c'est possible avec votre vision d'intervention dans les entreprises ? Nous, en tout cas, on prône chez Nochac, sur ce terrain-là, une diversification et un développement mixte. Et je vais vous étonner en disant ça, il faut de la logistique sur ce terrain-là. C'est-à-dire,
on ne peut pas considérer que Chertal, HFB, Seraing, Tihange sont des secteurs qui sont naturellement, comme certains pourraient le penser, dévolus à la logistique parce qu'on se dit, ah bah oui, il y a le port autonome, derrière il y a le Trilogy Port, donc il faut qu'entre les deux, ce soit de la logistique aussi. Non, par contre, il faut qu'il y ait une partie de logistique, il faut qu'il y ait une partie d'industrialisation, il faut qu'il y ait une partie énergie, parce que le recours à la voie d'eau est vraiment très important dans les process de développement d'entreprises énergétiques, et puis une partie qui est plus liée peut-être à du résidentiel ou voilà, du développement zoning industriel plus classique. Mais donc il faut avoir, c'est fini les zonings mono-industriels, même sur les sites d'activité économique, il faut prévoir une mixité pour que les gens aient envie d'y aller, d'y travailler, avec une connexion de mobilité qui soit importante. Vous savez, ça fait 10 ans qu'on le dit, mais le gros problème de l'aéroport de Liège, c'est son accessibilité. Parce que l'accessibilité de l'aéroport de Liège est mobilité, c'est la voiture, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de navette du TEC, il n'y a pas de navette de la SNCB, il n'y a pas de tram. Donc maintenant, on se rend compte que ça pose un problème, parce que même dans les études d'incidence ou les permis, on se rend compte que les autorités disent pas de bureau à l'aéroport parce que, effectivement, si c'est pour du tout à la voiture, ça ne fonctionne pas. Il faut que les bureaux soient en ville, soit dans une connexion de mobilité. Donc, on a perdu 10 ans. Et les nouveaux terrains en question ne sont pas davantage reliés au Non. Au la mode question de était communication. plutôt de savoir est-ce qu'on doit réindustrialiser ces terrains comme à l'époque, mais avec une autre industrie, on est d'accord? Oui, ça, évidemment. Pour moi, ça, c'est un élément. On a parlé de quelques secteurs. Il m'en restait un dans les 5 secteurs, c'était l'industrie, parce que nous, on pense effectivement que l'évolution des paradigmes de production industrielle a tellement changé que l'évolution du coût des facteurs, mais aussi l'évolution de la technologie liée à l'automatisation, ça c'est souvent pris comme quelque chose de négatif, mais après la numérisation, la digitalisation et le data mining font aujourd'hui en sorte qu'en fait, on a des potentiels de création industrielle qui sont énormes et que on ne parvient pas à faire rénover notre vieux tissu industriel vers un tissu 4.0. C'est-à-dire qu'on sait l'améliorer, mais donc il faut reconcevoir une politique industrielle de A à Z et recréer une activité industrielle de A à Z. Et donc refaire des usines, un peu comme on l'a fait, c'est un exemple, mais ça peut servir de cas d'école, à l'aéroport de Liège, justement, où on a recréé une usine de stérilisation industrielle, qui est Stérima, parce qu'on ne voulait pas que la stérilisation de nos hôpitaux soit faite en Flandre ou en Hollande, et si on n'avait pas fait, ça aurait été le cas. Et donc, on pourrait avoir d'autres, par exemple, comme industries dans lesquelles on pourrait investir? Évidemment, dans toutes les industries manufacturières, on a vu aussi pendant le Covid le manque de production industrielle dans les masques, dans les injectables, donc il y a une quantité très très importante de production qu'on ne fait plus chez nous, qu'on a pris l'habitude dans les années 80-90 de faire venir d'abord des produits émergents, puis des produits à bas coût, et donc dont on ne mesure pas aujourd'hui le fait que c'est important et c'est possible de reproduire ça de chez nous et d'être compétitif, ne fût-ce que par l'évolution de la technologie. Et encore heureux, je trouve que c'est une des belles histoires de la période du confinement et de Covid. La période de confinement et de Covid l'a montré. Je veux dire, avoir mis en valeur le fait que d'avoir un tissu de production locale, c'est important, et pas uniquement en période de crise. En période de crise, ça le montre, mais c'est important tout le temps. Avant d'aborder cette dernière partie, parce qu'on est déjà à 40 minutes, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent sur Facebook qu'ils peuvent poser leurs questions en direct. Clarisse de la Maison de la Presse ici reçoit vos questions. Nous en poserons quelques-unes en fin d'émission. Donc, on a parlé déjà de 4 secteurs. Il en reste un. Il en manque un, exactement. Oui, alors c'est l'agroalimentaire, on vous l'avait un peu évoqué, mais on ne s'est pas un peu approfondi sur le sujet. On se souvient qu'il y a quelques années, l'université avait présenté le projet Verdir. Est-ce que vous le reprenez un peu en cours de route pour aller vers des productions d'alimentation à la fois locales et de qualité? Projet Verdir est plein d'autres projets. En fait, il y a beaucoup d'initiatives en matière ceinture alimentaire, terre en vue, etc. Donc, quand on fait un écosystème, on ne se supplée pas aux acteurs existants. On essaie de leur apporter notre soutien et de dire
on va un peu essayer de coordonner les initiatives et non seulement d'amener du soutien, mais de vous amener du financement et de développer mieux et des chaînons manquants. Donc, ce que notre responsable agroalimentaire est pour le moment en train de faire, c'est de voir l'ensemble des personnes. Et je lui dis à un moment, mais si un jour tu veux avoir une idée romantique pour un fonds d'investissement, comme celle de faire de l'urbanisation, parce que c'est pas notre métier de faire de l'urbanisation, de l'aménagement du territoire. Donc, dans les faits, on en fait et on aime bien. Et je dis toujours aux équipes, c'est le romantisme de Nochac. Parce qu'on dit souvent, vous êtes des capitalistes, des investisseurs, vous pensez à votre profitabilité, à vos multiples. Et là, je peux dire, non, on a fait la Grand Poste, on fait un district créatif. Tout ce qu'on fait a du sens, de la valeur ajoutée. Donc, c'est gai quand on peut travailler comme ça dans un esprit d'équipe. Dans l'agroalimentaire, c'est la même chose. On va créer un réseau qui va favoriser l'agriculture urbaine, le bio, le local, comme on a de nouveau vu en période Covid, sur lequel il y avait un potentiel et une volonté même de changement. Et les changements de consommation et de vue de sociétaux qu'on a vus ces derniers temps vont encore s'accentuer à l'avenir. Et donc, il faut qu'on soit, cette fois-ci, anticipatif et qu'on soit prêt avec un tissu. Et donc, quand je vous parlais d'idées romantiques, quand je discute avec Alain de ça, je dis, si un jour, tu penses que Nochac doit acheter des terrains agricoles et les mettre à disposition d'agriculteurs locaux à coût zéro, fais-le. Si tu penses qu'un jour, ça fait partie d'une logique ambitieuse d'un agroalimentaire et toujours l'immobilier, les terrains, les bâtiments, c'est important pour l'attractivité. Évidemment. Donc là aussi, on sait très bien que malheureusement, quand on fait du bio, même dans des sociétés liégeoises bien connues qui vendent du magasin bio, le problème, c'est qu'ils font du bio, mais l'approvisionnement n'est pas local. Donc, c'est bio, mais ça vient de Flandre ou de Hollande. Donc, il y a quand même une sorte d'hiatus, parce que là, on n'est pas dans une politique ESG complète. C'est-à-dire que, oui, on fait de l'agriculture de qualité, qui respecte production d'engrais, etc. Mais dans les faits, on crée du CO2, enfin, des émissions en les acheminant. Donc, il y a un problème. Si on veut vraiment le faire de choses bien, il y a encore du travail. Et donc, voilà, à un moment, on va essayer, parce qu'on est beaucoup moins loin, évidemment, dans l'agroalimentaire que dans la biotech, mais on va essayer de reproduire le modèle aussi dans ce secteur-là. En préparant cette émission aussi, vous avez parlé d'un autre secteur. Est-ce que c'est le 6e ou bien est-ce qu'il s'ajoute aux autres? C'est l'industrie culturelle et créative. Alors là, c'est peut-être le patron aussi du Festival des Ardentes qui parle. Ça, c'est peut-être. Mais voilà, c'est un secteur qui est quand même plus délicat, évidemment. Non, c'est juste l'inverse. En fait, moi, je suis un partisan depuis toujours de l'utilité de l'investissement dans les industries culturelles et créatives pour beaucoup de raisons. D'abord pour la création d'emplois, pour l'accès à la culture et pour aussi la valeur ajoutée de nouveaux dames que ce secteur crée. C'est juste l'inverse. En fait, effectivement, je suis promoteur événementiel avec une casquette privée et souvent, je plaidais ça ailleurs que chez Nochac, et je me suis plutôt empêché de le faire pour qu'on ne dise pas comme vous venez de le dire. Ouais, c'est parce que tu es organisateur d'événements que c'est un secteur qui te plaît. C'est totalement faux. Je me souviens que je discutais déjà de ça avec Henri Ingberg, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était le directeur général de la communauté française et qui était un chaud partisan, c'est lui qui a créé les aides au cinéma. Et c'était quelqu'un qui, malgré le fait de travailler dans la culture, parce que c'est souvent aussi un lémo dans la culture, le business ou je veux dire l'économie de la culture, la rentabilité, etc. Mais vous voyez, c'est parce que les gens voient toujours l'industrie culturelle et créative comme les acteurs culturels, style l'opéra, le théâtre de Liège, qui sont des opérateurs subsidiés, mais derrière la culture, il y a une myriade d'acteurs, que ce soit dans l'événementiel non subsidié, que ce soit dans le gaming, dans le média, dans le podcasting, qui sont des acteurs, dans le cinéma, qui sont des acteurs qui participent au même type d'économie qu'un acteur subsidié, et donc qui font en sorte qu'il y a un certain nombre d'acteurs de l'économie culturelle qui existent, pas uniquement les acteurs subsidiés, et qui sont porteurs d'emplois de manière très très importante. Il y a quand même des exemples ici à Liège qui viennent de s'installer dans le quartier des Guillemins aussi. Game One, par exemple. Oui, bien entendu, oui, c'est un acteur d'application de jeux qui était lié au groupe Ardent avant et qui développe
effectivement des jeux et qui sont des acteurs importants. Nous, on avait créé le Polymage aussi au moment où on voulait faire un cluster de l'audiovisuel, des acteurs de l'audiovisuel, à un moment dans les débuts des années 2000 où certains secteurs, alors qu'on avait beaucoup d'acteurs à Liège comme Cotoon, Overlord qui ont disparu malheureusement, et des acteurs de qualité. Et c'est un secteur qui est fortement créateur d'emplois. En fait, on ne le sait pas, mais c'est après la santé, parce que la santé, évidemment, quand il y a tous les hôpitaux, le CHU, c'est le plus grand employeur de la région liégeoise. Mais derrière la santé, qui est un secteur très très large, le secteur des industries culturelles et créatives est le deuxième secteur le plus important dans la région liégeoise, parce que ça regroupe une myriade d'acteurs qui ne sont pas uniquement les acteurs culturels. Et les acteurs culturels, de nouveau, si je le cite ici, c'est juste pour dire ce n'est pas que, mais ce sont des locomotives. Un peu l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que le secteur culturel subsidié n'est pas trop important et étouffe peut-être toutes ces petites pousses ? Moi, ça, j'ai jamais eu de critique d'un secteur par rapport à un autre. Je trouve que je n'aime pas quand, justement, on oppose un secteur à l'autre. Et souvent, moi-même, justement, avec l'événementiel, on souffre toujours de dire « oui, mais en fait, ça, c'est pas de la culture, c'est du business ». Je trouve ça d'une connerie sans nom. Je veux dire, des acteurs culturels ont chacun leur idée et chacun leur valeur ajoutée et sont complémentaires plus que concurrents. Et donc, moi, j'apprécie, par exemple, quand le Théâtre de Liège lance un programme Impact, je ne sais pas si vous aviez suivi ça, où ils font justement de l'hybridation avec le milieu entrepreneurial et le milieu de la créativité, parce que le secteur culturel, qu'il soit subsidié ou non, est un secteur porteur de créativité et de valeur ajoutée. Et donc, d'avoir des acteurs culturels dans des groupes de réflexion d'entrepreneurs de start-up, ça match toujours, ça marche toujours, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et donc, moi, je ne trouve pas qu'il y a trop d'acteurs subsidiés. Je suis au contraire très content que Liège soit la capitale wallonne de la culture subsidiée. Ça, je veux dire, certainement pas ça, dire que ça devrait être ailleurs, quoi. Je veux dire, comme certains pourraient peut-être le penser, mais non, ça c'est évidemment, je suis très fier d'avoir l'opéra à Liège, d'avoir l'orchestre, d'avoir le théâtre de Liège, et ce sont des acteurs qui sont évidemment importants dans un écosystème. Vous savez, quand je dis dans un écosystème, il faut une université, ben, il faut aussi des acteurs, voilà, de tout type, et ces acteurs-là sont évidemment importants dans l'écosystème. Évidemment, ils ne souffrent pas de la même façon quand il y a une pandémie, parce que eux, étant subsidiés, ils gagnent parfois plus d'argent qu'en travaillant. Tandis que les acteurs de l'événementiel, eux, souffrent réellement, et donc on est là aussi pour les aider, que ce soit le fonds d'investissement Start ou Nochac, pour les aider à passer. Mais c'est un secteur éminemment important en termes de structuration du territoire. La culture, quand on parlait tout à l'heure de bien vivre et de qualité de vie, je veux dire, un entrepreneur, quand il vient à Liège, ben, ça lui fait plaisir de savoir qu'il y a un opéra, d'avoir un orchestre philharmonique, et ça fait partie d'un ferment urbain, quoi, je veux dire. Donc, c'est aussi quelque chose, on oppose souvent les villes et les campagnes, en disant, ouais, mais Nochac, vous êtes plutôt en train de développer, vous êtes liégeocentré, vous développez plutôt Liège que... Bon, d'abord, il y a un biais qui est lié à l'économie. L'économie est quand même plus urbaine. L'université est à Liège, donc on ne va pas créer un incubateur de start-up à Outsipou. On va dire ça, sinon, on pourrait vexer quelqu'un. Mais donc, il y a un biais naturel à ça, mais surtout, il y a un effet de concentration urbain qui est important. Et le secteur de la culture, c'est facile à comprendre. On ne va pas créer un opéra royal de Wallonie dans un champ. C'est normal qu'il y ait une concentration. Et donc, là, au moins, c'est quelque chose qui peut nous différencier de la périphérie dans l'attractivité. Comment ramener des gens à travailler à Liège ? Ben, on devrait, les politiques devraient en tout cas mettre en avant encore plus leurs acteurs culturels, parce que c'est finalement, si on n'a pas la sécurité, si on n'a pas le confort, si c'est plus intéressant d'aller vivre en périphérie, la seule chose qui nous différencie, c'est l'accès, la mobilité. Donc si on a un réseau de mobilité qui est bien fait, ce qui n'est pas le cas à Liège, mais qui est bien fait à ce moment-là, ben, c'est attractif pour vivre en ville. Si vous avez des acteurs culturels qui naturellement sont concentrés et que vous mettez en avant, ben c'est aussi un facteur d'attractivité. On attend le tram impatiemment dans 2 ans maintenant. Vous parlez donc beaucoup de Liège, et le titre de ce rendez-vous, c'était « Ma vision de l'avenir de Liège ». Alors, vous n'êtes pas candidat bourgmestre, certainement pas, mais c'est quand même là le moment de vous poser la question, en tout cas par rapport à
à cet avenir de Liège. Comment le voyez-vous? Alors on peut se faire un petit exercice dans 10 ans. Comment voyez-vous Liège? Quels sont les facteurs, disons, favorables et quels sont des facteurs moins favorables? C'est vraiment une question piège, ça, parce qu'effectivement, je n'ai pas de légitimité pour répondre à cette question-là. Je suis ni bourgmestre, ni prophète. Si j'étais un des deux, au moins, je pourrais peut-être répondre à cela. Mais c'est un peu visionnaire, quand même, avec Nochac. Non, ce que Nochac fait est visionnaire. C'est pas moi qui suis visionnaire. Je vous assure, c'est pas de la fausse modestie. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est un travail de réflexion. On n'a pas eu un moment... Je me suis pas levé le matin un moment en disant « je vais faire la Grand Poste ». Quand je vous dis c'est un truc d'itération, ben, c'est un modèle. On fait un plan stratégique tous les 5 ans. Et je pousse, moi, mes équipes à être créatives, innovantes et de se démarquer. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas moi. Je veux dire, moi, c'est pas moi qui suis visionnaire. C'est Nochac qui le devient. Comment Nochac voit-il l'avenir de la région liégeoise dans 10 ans? Comme Nochac ne peut pas être candidat bourgmestre, là, on est sûr. Ça, on est sûr. Voilà, ça ne vaudra pas des inimitiés. Donc, Nochac peut être candidat au collège scabinal. Non, ça, je pense pas non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on sait et on plaide là-dessus. On a des atouts. Il y a des choses qui ont bien changé à Liège et encore heureux ces dernières années et de manière très positive. Mais on ne mesure pas. Donc moi, j'ai quand même une inquiétude parce qu'on ne mesure pas l'urgence du changement. La vitesse avec laquelle d'autres changent aussi. La vitesse avec laquelle notre société change. Quand je vous parlais qu'il y a 5 ans, on s'inquiétait juste à l'aéroport de savoir si les avions ne faisaient pas trop de bruit la nuit avec un sonomètre. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Mais cet exemple de l'aéroport de Liège, il vaut pour tout. Je veux dire, on est dans une modification structurelle de la société dans toutes ses composantes qui est mais énorme. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est on avance, mais on avance moins vite que les modifications structurelles. Et ça m'inquiète. Et donc, je pense qu'on a besoin de courage et de changements radicaux. C'est-à-dire de se dire, non, je ne vais pas m'inquiéter de savoir si 3 riverains ne sont pas d'accord au fait qu'on enlève les places de parking en face de la Grand Poste. Non, on le fait. Enfin, c'est comme ça, on fait des pétonniers, on fait un peu... Enfin, à un moment, je pense qu'il faut absolument une rupture parce qu'on est dans des changements qui ne nous permettent plus d'attendre, en fait, et d'être dans un effet d'inertie. Et pourtant, je vous dis, en tant qu'observateur liégeois depuis des années, je trouve que la ville change bien, qu'il y a des choses que l'on fait. Je prends l'exemple de l'ASPI au Val-Benoît. Ben, quand je vous parle d'urbanisation de l'économie, ben, c'est très bien d'avoir rénové ce chancre du Val-Benoît qui sera sur une ligne du tram et d'en faire un endroit où il fera bon travailler et que les Liégeois seront à 2 minutes de la gare des Guillemins qui travaillent là-bas. Donc des initiatives, chez tout le monde, il y en a des bonnes. Je ne sais pas, chez Nochac, les autorités communales aussi. Mais on a besoin de plus de radicalité, plus de changement. Et à ce moment-là, si on y arrive, je pense qu'avec les potentialités qu'on a, on peut voir à 10 ans un Liège où les gens viendront et où Liège, je veux dire, attirera des nouveaux citoyens et qu'il y aura un développement plus équilibré, avec une ville qui est plus propre, une ville qui est plus sécure, une ville qui est plus agréable, une ville où les commerces de proximité et l'ORECA se développent encore plus vite qu'aujourd'hui. Et donc voilà, j'espère qu'on arrivera à ça dans 10 ans. Et dans 10 ans, Gaëtan Servet, il sera où? Moi, je ne serai plus là, ça c'est sûr. Donc s'il y a bien une certitude, c'est que après l'interview d'aujourd'hui, moi, je peux donner ma démission. Vous êtes tenté de créer votre entreprise, de passer plutôt de l'autre côté de la barrière? Mais ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, on parle souvent de mon activité aux Ardentes. Il faut savoir que j'ai créé quand même 7 entreprises qui ne sont pas toutes dans l'événementiel. Et donc, c'est vrai que j'aime ça. Mais en général, j'aime bien créer des entreprises et mettre des gens dedans. Je n'ai pas spécialement envie de gérer des entreprises. Et donc, comme j'aime bien chez Nochac, pousser les gens à créer, à avoir des idées et d'être fiers de ce que l'on fait collectivement. Donc, je ne pense pas... voilà, mais on verra. On verra. Il ne reste malheureusement que quelques minutes avant que vous nous quittiez pour, pas Acapulco, ai-je compris, plutôt ici à continuer à investir dans d'autres secteurs. Donc j'ai quand même quelques questions qui ont été posées sur Facebook. Celle-ci, c'est quels sont les prochains investissements immobiliers et de rénovation? Une question de Sandrine. Mais donc les prochains directs, c'est tout ce qu'on continue à faire dans le quartier District Cathédrale Nord où
je pense que la ville appelle ça le Grand Léopold, donc qui va jusqu'à la rue Nevis. Donc il y a le fiacre qui va faire de la place Saint-Étienne la seule place enfin finie 100% piétonne de Liège. Vous pouvez chercher, pas trouver d'autres places 100% piétonnes. Donc elle sera précurseur d'une ville piétonne et agréable, j'espère. C'est en bordure de vos bureaux? Ah, oui, effectivement. Et donc l'investissement suivant, c'est l'île aux Madeleines qui est derrière, où là, on va avoir l'effet de déversement de la Grand Poste. C'est-à-dire que si on crée l'île aux Madeleines maintenant, c'est parce qu'en fait, on a trop, entre guillemets, on n'a jamais trop de succès sur la Grand Poste. Et donc, on a déjà des effets de débordement où on devra absolument accueillir, on veut avoir des éléments. Si après on crée ça, puis que quand une start-up vient, on dit ah non, il faut que tu ailles ailleurs, dans la périphérie, ça n'a pas de sens. Voilà. Et puis il y a le troisième dont on parle pas souvent, c'est le bâtiment à l'arrière de la Grand Poste. Donc on va recréer un bâtiment sur le parking, hein, là, entre l'hôtel de police là, et la Grand Poste, pour justement continuer à accueillir des médias, notamment, mais aussi des startups liées aux médias. Et puis, il y a évidemment le CHC, le Mont Légia, qui, pour nous, est peut-être l'investissement le plus colossal de ce qu'on a jamais fait. Ça commence à devenir impressionnant, effectivement, à côté de l'hôpital. Et là où on a finalement nos équipes bibliothèques qui se disent « mais vous êtes complètement tapés, comment est-ce qu'on va remplir 40 000 mètres carrés ?» ben voilà. Vous avez déjà des réservations ? Oui. On a déjà des beaux noms de sociétés qui vont aller dans le Légia Park, donc on est assez confiants. À quelle échéance ? Et on cravache sur l'équipe biotech pour qu'elle nous en amène encore beaucoup. Mais donc ça, l'échéance, je pense que c'est fin de l'année prochaine. Le premier bâtiment, parce qu'il se fait en 2 fois, et puis l'année suivante, le deuxième bâtiment. Mais ça va être... je veux dire, c'est quand même quelque chose dont on est très fiers, comme la Grand Poste aussi. Puis, voilà, il y aura d'autres bâtiments qui vont suivre. Je vois Gilles Olivier, j'espère que je n'en oublie pas. Mais ça suit, effectivement. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait fait un premier programme d'investissement de 300 millions immobiliers et on les a déjà totalement investis. Donc, on est en train, pour le moment, surtout de chercher du funding, des moyens auprès de nos partenaires bancaires pour refaire un nouveau programme de 300 millions. Eh ben. Une question d'André aussi, parce qu'on approche bientôt du terme de cette émission. En fait, on voudrait savoir qui occupe la Grand Poste. Ah, c'est effectivement une bonne question, parce qu'en fait, d'où vient l'idée de la Grand Poste ? En fait, au début, on voulait faire une sorte de totem du numérique et de la nouvelle économie et des startups. Donc, directement, on s'est dit, on va y mettre nos incubateurs. Donc, il y a 2 incubateurs de startups pour nous de référence à Liège. Dans le domaine généraliste, veut dire, et numérique, c'est Lean Square, le nôtre, hein, mais aussi le Venture Lab, qui est un incubateur étudiant, entrepreneur, qu'on aime beaucoup, parce que ça participe aussi à la dynamisation, à l'entrepreneuriat des étudiants. Il faut savoir que j'ai toujours une marotte, moi, quand je vais donner cours en HEC, je demande toujours combien de gens sont rentrés à HEC en première année en pensant créer une entreprise, et en général, ils sont 1 sur 3. Et combien sortent de HEC en créant une entreprise, en général, ils sont 1 sur 20. Donc, il y a quand même un problème dans la formation du truc. Donc, le fait qu'il y ait des incubateurs étudiants, enfin, voilà, donc il y a les 2 incubateurs. Je peux pas encore le dire, mais comme ça, c'est un scoop. Mais dites-le quand même. Ouais, je vais le dire quand même. On va aussi accueillir l'incubateur de KBC, qui est Startit, qui est le plus grand incubateur belge qui va venir. Non, j'ai plus qu'à croiser les doigts pour que ça se réalise bien, mais normalement, on devrait venir aussi. Donc, on aurait 3 très beaux incubateurs. Il y a évidemment l'Université de Liège, puisque la faculté de journalisme et de journalisme aux médias numériques, justement, et du professeur Vanessa est installée là. Il y a quand même 150 étudiants en permanence dans la Grand Poste. Et ça, pour nous, c'est très, très important. Dans tous les écosystèmes que l'on fait, on veut toujours associer l'université parce que c'est un élément évidemment structurant et c'est pour nous important d'avoir des jeunes qui veulent créer et surtout de redonner ces lettres de noblesse aussi à l'Université de Liège. Moi, quand le patron de l'IEX vient voir la faculté de journalisme de Liège, c'est un élément de fierté. Par exemple, je suis très contente et quand il me dit je vais quand même mettre des bureaux de l'IEX à la Grand Poste aussi, ça me fait très plaisir. Il sera chez nous le 12 octobre, d'ailleurs. Voilà.
Jean-François Raskin, qui était Raskin. aussi Ben, en vous pourrez débat. faire le lien et lui demander ce qu'il pense de la Grand Poste. Et puis, alors, à côté de ça, il y a un coworking de 150 coworkers qui est ouvert à qui on le veut. Puis, il y a un certain nombre Et d'entreprises. qui est plein? On peut encore Non, demander. le coworking, non, parce qu'on l'a fait monter il y a 120 coworkers, 110, pardon. Et on peut monter jusqu'à 150, 175. Et à l'heure Il y a actuelle, encore un peu de place. il y aura encore de la place, mais on va le faire par vague parce que on a ouvert la Grand Poste qui n'était pas totalement terminée aux grandes dames des IT managers chez nous et des patrons, parce qu'on voulait absolument l'ouvrir pour l'ouverture, le cocktail de Nochac et pour la rentrée académique des étudiants. On essuie un peu les plâtres, mais ça va. Voilà, vous essuyez les plâtres, le Gré aussi essuie les plâtres, donc le Gré se trouve aussi maintenant à la Grand Poste, et il y a un certain nombre d'autres sociétés corporate qui se trouvent dans les bâtiments, donc il y a au niveau working, il y a trois ou quatre intervenants. Donc il y a les incubateurs, il y a le coworking, il y a quelques sociétés corporate, dont aussi le Gré, c'est pas une société, mais il y a aussi des sociétés style de Doc Studio est là, Movies est à la Grand Poste aussi. Voilà, je crois que c'est en tout à peu près 400 personnes. Il y a 400 personnes qui vont travailler là-bas. Vraiment, ils ne sont pas encore 400. Je pense qu'il y a 240 batchs activés. Mais effectivement, à terme, il y aura 400 personnes. Et je rappelle que pour le grand public, vous pouvez aussi aller voir la Grand Poste avec ce food court qui est ouvert à tout le monde et un beau rooftop. Voilà, donc aussi, il y a une partie working et puis on veut toujours faire une partie grand public aussi pour pouvoir limiter ça aux travailleurs. Et donc, voilà. Il y a un food market, il y a une brasserie en cave et un café, une brasserie à l'étage aussi où tout le monde peut aller très bien. Manger et boire. Voilà, mais déjà 1 heure, malheureusement. On est arrivé au terme de cette émission. Ça va très vite. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir écoutés sur Facebook Live. Je vous le rappelle que la Maison de la Presse et de la Communication est ouverte à tous ceux qui veulent la visiter. On a pour le moment une exposition, d'ailleurs, d'un photojournaliste liégeois, Valentin Bianchi, celui qui a fait la fameuse photo là, du personnel du Mont Légia, qui était à terre et qui a fait la une de France 2. Il y a ça. Et que l'on peut voir. Et que l'on peut voir ici sur l'écran, tout à fait. Et je vous donne alors le prochain rendez-vous pour notre prochain Facebook Live. C'est le mardi 26 octobre. Il sera aussi consacré à la relance de Liège après le Covid. On aura le vrai bourgmestre de Liège, Willy de Meyer, qui sera présent, avec notamment aussi Emmanuel Mewissen, qui est donc le patron du groupe Ardent, qui a amené Gaming One, on en a parlé tout à l'heure, et d'autres encore. Voilà, prochain rendez-vous le mardi 26 octobre. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.